Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Autodafé, l'art de détruire les livres, de Michel Onfray, interprété par Chad Raïs. Introduction. La fachosphère de gauche. Je ne sais si le regretté Alain Rey aura eu le temps, avant de défuncter, de faire entrer le mot fachosphère dans son dictionnaire culturel en langue française, mais il a fait rentrer celui de facho il y a un moment déjà. Ce dernier substantif date de 1968, comme c'est étonnant. Il en fait un vocable familier ainsi défini. Fasciste, réactionnaire. Il l'associe à Faf. En guise de citation littéraire illustrative, le lexicographe convoque Cécile Saint-Laurent, l'homme des Caroline Chéry, qui fut vichiste même après Vichy, et San Antonio, le père de Bérurier. C'est dire le caractère hautement scientifique du concept. Certes, c'est mai 68 qui crée le mot facho, mais c'est Staline, l'homme du pacte germano-soviétique contracté avec Hitler et effectif entre le 23 août 1939 et le 22 juin 1941, qui utilise le mot fasciste comme un couteau suisse, qui lui permet d'égorger verbalement quiconque a le malheur de lui déplaire. Fascistes, ses anciens amis Zinoviev, Kamenev, Trotsky. Fascistes, les médecins juifs accusés de complotisme, déjà. Fascistes, des millions de gens, dont des militants marxistes-léninistes, qui sont le carburant de la terreur qui fonctionne en cœur nucléaire d'un gouvernement révolutionnaire, fascistes tant d'autres qui auront d'abord été les victimes métaphoriques de ce couteau suisse, avant d'être purement et simplement déportés, emprisonnés, exécutés, massacrés, tués. Fasciste ou facho sont, on le constate, des termes vraiment scientifiques. Staline ne passait-il pas en son temps pour un génie de la science linguistique? Rions un peu, en passant, en rappelant qu'un certain André Pierre a publié dans Le Monde, grand journal de la post-vérité, déjà, à la date du 4 juillet 1950, un article dont le titre est « Les vues de Staline sur la linguistique sont pleines de bon sens. Aucune science, dit-il, ne peut progresser sans la liberté de la critique. On peut se frotter les yeux si l'on veut. » Redevenons sérieux. Mai 68, qui a beaucoup détruit et, hélas, rien construit qui soit digne de ce nom, a effectué une transvaluation des valeurs dans la décennie qui a suivi. Éloge de la pédophilie, René Scherrer. Haro crié sur les notes et les évaluations des copies, Finkielkraut à l'endroit de son professeur, René Scherrer. Assimilation des CRS au SS, Cohn-Bendit, mais également une célèbre affiche de l'atelier populaire des Beaux-Arts, placardée partout dans Paris. Destruction de la raison doublée de l'éloge du fou et des marges présentées comme de nouveaux paradigmes, Gilles Deleuze et Michel Foucault. Abolition de l'expertise, égalité entre chercheurs et tout le personnel à l'Observatoire de Meudon, tract du 25 mai 1968, célébration des dictateurs, Trotsky, Mao, Castro, et fascisation, déjà, des républicains, De Gaulle grimé en Hitler sur ses fameuses affiches sorties de l'atelier populaire. Mais c'est le PCF qui, stalinien ici comme ailleurs, se trouve avant mai à l'origine de cette assimilation des CRS au SS en France. Le 5 novembre 1948, Simone Terry, qui, nonobstant l'appel antifasciste du 18 juin, a passé la guerre au soleil de la République dominicaine, fait en effet paraître dans l'Humanité un article intitulé « Les CRS-SS », un acronyme paradoxalement bien proche de URSS. Si j'étais freudien, la journaliste communiste couvre les grèves des mineurs matées par le ministre de l'Intérieur Jules Mock, un socialiste, qui a fait tirer à balles réelles sur les ouvriers. Fin novembre 1948, un député du PCF, Alfred Malraux-Joinville, un ancien résistant de 1943, que pensait-il avant en 1939, en 1940, en 1941, en 1942,
à l'époque du pacte Molotov-Ribbentrop, on ne sait. Reprend l'analogie dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. De Staline au Black Bloc soutenu par la presse maastrichtienne, en passant par le PCF stalinien doublé du Mitterrand du coup d'État permanent, le pamphlet date de 1964, sans oublier la gauche dans son spectre le plus large, PS, LFI, EELV, l'assimilation de l'opposant ou même celui qui pense librement aux fascistes est récurrente. C'est, bien sûr, une insulte qui ne repose sur rien de concret, sinon le désir de salir, d'exclure, d'évincer, de décapiter métaphoriquement. C'est un genre de guillotine verbale. Car fasciste est un signifiant qui dispose d'un signifié historique extrêmement précis. Si l'on veut savoir ce qu'est vraiment le fascisme, il faut lire Les Décombres de Rebatté suivi de ses Mémoires d'un fasciste. Pour information, en passant, Mitterrand appréciait tout particulièrement Les Décombres, au point que son épouse, Danielle, avait même pris soin de relier le volume en cuir noir. Chez les Mitterrand, on savait ce qu'était vraiment le fascisme. Le futur président de la République en venait. Dans les années 1930, il participe à des manifestations où l'on fustige le métèque. Dans les années 1940, il est maréchaliste, vichiste, pétainiste. Dans les années 1950, il défend l'Algérie française. Dans les années 1980, il fait fleurir la tombe de Pétain et réhabilite les généraux putschistes d'Alger. En mai 1995, lors du dernier déjeuner qu'il fit à l'Élysée, après 2 septennats, il entretient Jean d'Ormesson de la puissance formidable du lobby juif en France. L'homme fut constant, mais ça n'est pas la constance à laquelle on pense. Le fascisme historique n'a pas grand-chose à voir avec le fascisme hystérique. Il est d'ailleurs étonnant, mais à peine, que les tenants du fascisme historique de gauche soient les promoteurs du fascisme hystérique à gauche. Car, quand on se réclame de l'Union soviétique, qui a pactisé avec le régime national-socialiste pendant 2 ans, 1939-1941, quand on soutient un PCF qui a demandé l'autorisation de reparaître à l'occupant nazi en France en juin 1940 sous prétexte d'ennemis communs, les Juifs, la City, les gaullistes, la social-démocratie et les Anglais, quand dans l'Humanité, en 1945, les journalistes communistes ont traité d'hitléro-trotskistes les militants nationalistes algériens qui se sont réjouis de la libération à Sétif et Guelma avant de périr sous les balles de la police, quand en 1952 on a fermé les yeux sur la politique antisémite de Staline lors du fameux procès des blouses blanches, quand on a ce passé qui s'avère un passif, on ne devrait pas traiter qui que ce soit de fasciste à la légère. Le fascisme historique se définit clairement. Il récuse la démocratie, les élections et la République au profit de l'insurrection armée qu'il mène d'abord avec des combats dans les rues. Il fustige la Déclaration des droits de l'homme, la Révolution française dans sa totalité, la philosophie des Lumières corruptrice de la nation catholique. Il se moque de l'état de droit au profit d'un pouvoir absolu donné à un chef dont la parole a force de loi. Il combat clairement les juifs, les francs-maçons, mais également les protestants, coupables, selon lui, d'activer un État sécessionniste dans l'État. Il fomente des guerres au nom de l'espace vital et célèbre l'hygiène virile qui s'exprime dans les combats. En ce sens, il se révèle expansionniste, impérialiste et colonialiste. Il défend un racisme biologique construit sur l'inégalité des races avec une supériorité proclamée pour la race blanche. Il assigne à la femme le rôle de l'épouse et de la mère. Elle n'est que le ventre du repos des guerriers et de la démographie blanche. Il revendique une culture de mort. En témoigne le fameux « Viva la muerte » des franquistes. Il défend un européisme de combat pour construire une Europe homogène. Il travaille à la fabrication d'un homme nouveau, radicalement post-chrétien. Si l'on veut pouvoir traiter quelqu'un de fasciste, il faut qu'il relève de la plupart de ces critères historiques. Or, je vois bien aujourd'hui paraître un néofascisme qui coche un certain nombre de ces cases-là. Refus de la démocratie, de la République, de la laïcité, éloge de la violence des rues pour imposer son projet, mise en cause de la Révolution française et de la philosophie des Lumières, antisémitisme et, non plus combat contre les maçons et les chrétiens, mais stigmatisation de complotistes, célébration des guerres dites justes sous prétexte de libération des peuples,
lecture inégalitaire des races humaines, en même temps que négation de l'existence des races, avec un renvoi systématique des Blancs et de leur culture en bas de la pyramide humaine. Validation de la phallocratie et de la misogynie au nom des coutumes tribales et des traditions maghrébines. Virilisation et admiration des terroristes transformés en héros valeureux et courageux, combattant d'une juste cause. Soumission à la culture de mort qui permet d'associer l'obtention du paradis à l'assassinat d'enfants juifs devant leurs écoles confessionnelles, de croyants dans leurs églises, prêtres compris, ou de mécréants pris au hasard dans la rue. Haine des États et des nations au profit d'un internationalisme, l'Europe étant le premier maillon de cette destruction des nations au profit d'un monde globalisé. Construction conceptuelle d'un homme nouveau, post-naturel, artificiel, susceptible de générer une nouvelle civilisation, celle du transhumanisme. Or, ce néofascisme se constitue en étoile avec un certain nombre de branches qui toutes se rassemblent en un même centre, à savoir une civilisation post-chrétienne, le décolonialisme, l'indigénisme, le néo-féminisme, le racialisme, la théorie du genre, le différentialisme, le ségrégationnisme, le communautarisme, parmi d'autres instances, travaillent à réaliser ce projet néofasciste de gauche. Cette idéologie vient en effet des États-Unis, qui travaillent depuis longtemps à l'effacement et à la disparition de la France, puis de la civilisation judéo-chrétienne européenne. Ce qui se trouve appelé French Theory, quand elle est dite dans la langue de l'occupant, à savoir la théorie française, est une lecture des déconstructionnistes français dans une perspective nihiliste. Il s'agit d'en finir avec les vieilles valeurs continentales au profit d'un monde nouveau, globalisé et cosmopolite, multiculturel et créolisé, autre thématique radicalement fasciste. Cette gauche américaine, les plus lucides et les mieux cultivés apprécieront l'oxymore, fonctionne comme un bijou brillant et clinquant qui attire la gauche française comme une pie fascinée par la rutilance d'une panoplie de princesses. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'Empire soviétique en 1991, après l'effondrement politique de Mitterrand en 1983, suivi de sa conversion au libéralisme européiste en 1992, après, donc, la fin du PCF et celle du PS, la gauche a cherché une idéologie de remplacement. Par fainéantise, par bêtise, par manque de matière grise aussi, par un confort intellectuel de bourgeois repus, cette gauche morte a souhaité que cette nouvelle idéologie lui fût livrée clé en main. Elle avait autre chose à faire que travailler. Il lui fallait distribuer postes et prébendes, aubaines et privilèges. Elle a trouvé cette idéologie clé en main sur les campus américains en tournant le dos à son histoire qui, de Leroux à Cabet, en passant par Proudhon, a donné un corpus de qualité à la gauche, si d'aventure elle cherchait vraiment à se reconstruire et non pas à accompagner le capitalisme dans ses métamorphoses. Mais la fascination pour les États-Unis est la plus forte, y compris chez les intellectuels marxistes qui, pourchassés par le nazisme parce qu'ils étaient juifs, ont pris un billet aller simple pour New York et non pour Moscou, alors qu'ils passaient leur temps à célébrer les vertus de la gauche marxiste. Je songe à Marcuse, Horkheimer, Adorno, Günther Anders. C'est cette même fascination pour les USA qui fait tirer la langue à tous les intellectuels français, dont jadis ceux du déconstructionnisme, certes gauchistes, mais surtout américanophiles, dont BHL, qui ne perd pas une occasion de rappeler sa dilection pour Louis Althusser, mais qui fit des pieds et des mains, un livre aussi, sur Tocqueville, pour essayer de séduire outre-Atlantique, dont Badiou, maoïste impénitent à l'ombre de Wall Street, des intellectuels, donc, qui ne voient pas la belle heure s'être transformés en héros de campus en estimant qu'ils ont conquis l'Amérique, alors qu'ils sont lus par 3 ou 4 dizaines d'étudiants sur le campus d'une université privée réservée à des jeunes issus de familles richissimes, sinon à des jeunes endettés pour des décennies. Nul besoin de préciser que l'Américain moyen ignore jusqu'au mot déconstruction ou structuralisme, sinon les noms de Derrida ou Foucault. La liaison entre la gauche stalinienne ayant infusé la gauche non marxiste qui voulait en finir avec le capitalisme, qu'on songe à Mitterrand au congrès d'Épinay en 1971, et cette gauche des campus, via la gauche 68arde, se révèle tout particulièrement dans son usage du substantif fasciste quand elle veut discréditer l'adversaire et le transformer en ennemi idéologique à abattre.
La conversation, le débat, l'échange, le dialogue, la discussion, la dispute, la controverse, l'entretien. Des vieilles lunes chez ceux qui estiment préférable le comité de salut public, le tribunal révolutionnaire, la guillotine, la déportation, le goulag, les purges de la révolution culturelle ou les happenings violents de mai 68, avec irruption en cours, chahut et bousculade, insultes aux professeurs menacés ou molestés, qu'on se souvienne des mésaventures de Paul Ricoeur à Nanterre. C'est cette méthode qui prolifère à la façon de Métastase avec l'interdiction en Sorbonne de représenter une pièce d'Échille, les suppliantes, sous prétexte que des rôles de noirs sont joués par des blancs masqués, ce qui révélerait le racisme du metteur en scène. Avec l'interdiction d'une conférence de Sylviane Agacinski à l'université de Bordeaux, sous prétexte qu'elle serait homophobe parce qu'elle a signifié son opposition avec des arguments à la PMA pour toutes les femmes. Avec l'interdiction par des responsables de Nuit debout d'autoriser la présence d'hommes à des réunions féministes, sous prétexte que les mâles portent avec eux, dans leur gène, une phallocratie et une misogynie viscérale. Avec l'interdiction faite aux Blancs de participer à un séminaire antiraciste à l'université de Paris 8, sous prétexte d'une incapacité des non-noirs à comprendre le racisme puisqu'ils ne sont pas racisés, c'est-à-dire fondés par leur couleur de peau, à faire un usage militant du passé essentialisé de leurs ancêtres. Avec l'interdiction d'une conférence de François Hollande à l'université de Lille 2, où son livre, dans la plus pure tradition des autodafés, a été déchiré, détruit, sous prétexte que sa politique capitaliste aurait été directement responsable de la tentative de suicide par le feu d'Anas K., un étudiant ayant triplé sa 2e année de licence, etc., car chaque semaine ajoute à la liste. La presse maastrichtienne est prompte à débusquer des rouges-bruns partout, surtout là où ils ne sont pas. Par exemple, quand tel ou tel se dit souverainiste. Elle traque le fasciste, le facho, ou le compagnon de route de l'extrême droite dans les moindres recoins. Mais elle ne les voit pas sous son nez, progressant chaque jour comme un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Quand on écrira l'histoire de notre époque, il sera facile de raconter comment, pierre par pierre, pan de mur par pan de mur, bâtiment par bâtiment, l'édifice que fut la civilisation judéo-chrétienne s'est effondré. Ces fachos de gauche, pour retourner comme un gant leurs doigts sémantiques, sévissent presque partout depuis un demi-siècle. Ce gauchisme culturel est très actif dans les universités, l'édition, les médias, la publicité, le cinéma, où cette idéologie infuse en permanence comme la doctrine officielle dans un pays autoritaire. Ce gauchisme culturel a ses figures en vue, ses philosophes, ses penseurs, ses idéologues, ses milliardaires, ses influenceurs, ses journalistes, ses politiciens, ses éditorialistes, ses supports, ses journaux, ses chaînes de télévision, ses radios, ses médias, tous ceux du service public, aucun n'échappe à la règle. La presse est faussement pluraliste. Elle est concentrée dans les mains d'une dizaine de milliardaires qui, tous, défendent la même idéologie. Cette presse, détenue par des gens à la tête de fortunes inépuisables, est, c'est un comble, aidée par l'État, c'est-à-dire par l'argent public, autrement dit, par les impôts du contribuable. Le citoyen subventionne donc des milliardaires pour se faire endoctriner et, pour la moitié des Français qui ne souscrivent pas à cette propagande journalière, pour se faire insulter, incendier, mépriser, salir. Autodafé propose un exercice pratique. Regardez comment des livres essentiels pour établir la vérité ont été torpillés afin d'éviter que leur véritable message ne soit délivré. Leur tort, leur dangerosité, leur toxicité, leurs menaces, ce sont autant de livres qui se sont proposés de détruire des mythologies du moment. C'est bien connu, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Même si elle n'est pas lue, ou peu, même si, on vient de le voir, elle n'existe que parce qu'elle est subventionnée par l'argent du contribuable, même si on feint de ne pas la croire, la presse écrite contribue grandement à la fabrication de l'opinion, bien que, désormais, elle se trouve concurrencée par les réseaux sociaux ou des médias privés vraiment libres. Elle est peu lue, mais elle l'est par les prescripteurs qui passent la rhubarbe et renvoient le séné.
Les plateaux de radio et de télévision sont confectionnés par des producteurs qui lisent ces articles avec lesquels ils construisent au quotidien la feuille de route médiatique de cette idéologie. Libération, payé par le contribuable, il ne survivrait pas s'il devait se satisfaire de ses ventes, est peu lu. Mais tel ou tel article sert à la revue de presse quotidienne de France Inter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.